Donc bonsoir à toutes, merci de votre présence. Donc voilà, je m'appelle donc Raphaël Janson, je suis chercheur au CNRS au Centre de recherche sur la cognition animale à Toulouse. Et mes activités de recherche sont découpées en deux parties. Une partie de mes recherches sont consacrées à l'étude de l'organisation sociale chez les fourmis, et l'autre partie s'intéresse à l'évolution de la socialité chez les araignées. Et en premier lieu, je tiens à remercier Universcience, l'équipe des conférences et l'équipe technique pour me permettre d'être ici ce soir et de pouvoir donner cette conférence dans les meilleures conditions. Donc, quand les araignées tissent des liens. Donc, ce dont je voudrais vous entretenir ce soir, comme cela a été dit précédemment, est l'existence de formes de coopération chez les araignées. Quand on pense à une araignée, c'est l'image qui vient à la majorité des personnes. Une araignée, c'est agressif, ça a plein de pattes, ça pique, c'est noir et c'est poilu. Donc ça, c'est vrai dans certains cas, mais pas dans la majorité des cas. Donc ça, c'est l'image traditionnelle que les gens ont des araignées. Et donc, c'est un objet qui a été souvent détesté, et qui a permis de susciter l'imagination de certains réalisateurs. On a un certain nombre de films d'horreur, donc là, normalement, j'ai quelques illustrations, avec quelques couvertures, quelques illustrations, quelques films dont les araignées ont été les malheureux héros, où ces araignées sont détestées et donc synonymes d'horreur. Voilà. Donc voilà quelques illustrations, hein. Vous voyez, ce sont des films qui ont été pour l'essentiel en anglais, et ça participe également de cette source d'inspiration qui font que les araignées sont relativement détestées. Certains de nos contemporains sont également arachnophobes. Et donc là, je reprends ici un extrait d'un article qui a été publié dans Psychologie Magazine concernant l'arachnophobie, qui est considérée, donc l'araignée étant considérée comme la reine de nos fantasmes. Et vous pouvez voir certaines phrases qui sont surlignées en rouge. Cet animal cristallise symboliquement l'angoisse devant le féminin. Quant à sa tendance à s'éclipser aussitôt aperçue, elle rappellerait la peur que tout adulte a pu ressentir nourrisson, celle de la disparition définitive de la mère. Donc là, on voit bien qu'il y a manifestement un fondement psychanalytique à l'arachnophobie, mais encore une fois, ce n'est pas ce dont on va s'entretenir aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser, c'est un petit peu plus les aspects coopératifs et sociaux chez les araignées. Et donc, pour présenter un petit peu les araignées dans le règne du vivant, j'ai présenté ici quelques espèces. Donc, chez les mammifères, on a environ 5000 espèces de mammifères, les amphibiens, 6000 espèces, les reptiles, 8000 espèces, les oiseaux, 10 000 espèces, les poissons, 30 000 espèces, et les araignées qui vont nous intéresser, 46 000 espèces ont été décrites à ce jour. Donc, pour être plus précis, on a chez les araignées 113 familles d'araignées qui permettent de regrouper environ 4000 genres et, dans les derniers chiffres, les derniers recensements, 46 385 espèces. Et on peut distinguer deux grandes catégories d'araignées, les araignées dites aranéomorphes, à gauche, dont les chélicères sont représentés en haut et qui vont s'articuler latéralement. Donc les chélicères sont les crochets qui vont permettre aux araignées de tuer et de se nourrir. Et en haut à droite, vous avez un mégalomorphe dont les crochets sont articulés de haut en bas. Donc, avant de rentrer un peu plus dans le développement de la vie sociale et de la coopération, je voudrais vous présenter quelques faits assez génériques et généraux chez les araignées. Mais au préalable, je souhaiterais citer une phrase de Charles Darwin qui, dans son livre « Voyage d'un naturaliste autour du monde », nous disait la chose suivante au sujet des araignées. Donc, cette habitude de vivre en société chez un genre aussi atypique que celui des épères, c'est-à-dire des insectes si sanguinaires et si solitaires que les deux sexes même s'attaquent souvent l'un l'autre, constitue un fait fort singulier. Et on va aller un petit peu dans cette direction-là pour examiner la vie sociale chez les araignées. Donc les araignées sont réputées, reconnues pour leur prédation. Vous avez ici 4 illustrations avec des araignées qui vont soit utiliser la soie pour attraper, chasser et ensuite qui vont consommer les proies, qui vont pouvoir chasser à vue, comme vous le voyez en haut à droite, chez cette autre espèce d'araignée. Et certaines espèces, comme les dolomèdes, peuvent même capturer des poissons. Donc le régime alimentaire des araignées est constitué de proies, ce sont donc des prédatrices, et il y a juste une ou deux exceptions qui ont été décrites où on aurait des cas d'herbivorie chez les araignées, mais qui restent tout à fait marginaux. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les araignées sont prédatrices, et ça va nous aider à comprendre l'évolution de la coopération chez les araignées. Donc pour répondre aussi à une question qu'on entend très fréquemment, est-ce que les araignées sont dangereuses ou non pour l'homme? Donc ça, encore une fois, c'est un peu en marge de la socialité, mais c'est pour briser quelques tabous. Donc la vaste majorité des araignées est totalement inoffensive, pour plusieurs raisons. Les chélicères, donc les crochets, n'ont pas une musculature suffisamment puissante pour percer la peau, premier élément. Deuxième élément, c'est que la quantité de venin est parfois insuffisante pour induire des effets dommageables chez l'homme. Troisième élément, c'est que le venin est dans la majorité des cas inactif chez l'humain. L'élément le plus important est que chez les araignées, les morsures sont essentiellement défensives.
l'homme n'est pas une proie pour l'araignée. Donc la seule raison pour laquelle une araignée pourrait mordre un humain, c'est si l'humain essaie de la saisir. Donc les cas d'envenimation sont extrêmement rares, surtout sous nos latitudes, et seulement 4 espèces sont potentiellement dangereuses pour l'homme, que je représentais ici. Donc on a la récluse brune qui vit aux États-Unis, on a une mygale australienne, qui vit donc en Australie, la veuve noire aux États-Unis et l'araignée banane, la Phoeneutria, qu'on trouve en Amérique du Sud. Alors, pour chasser leur proie, les araignées vont disposer notamment de toiles. Donc, vous avez 2 types de toiles qui sont représentées ici. En haut, les toiles dites géométriques, ces toiles qu'on voit le matin avec de la rosée, qui sont magnifiques avec des spirales. Premier type de toile. Le deuxième type de toile, ce sont les toiles irrégulières, que vous voyez également souvent dans la végétation, qui sont composées d'une retraite, donc le trou que vous voyez en bas à gauche, avec une petite nappe de chasse, une petite nappe de soie. Et ça, ce sera également un élément important à considérer pour appréhender l'évolution de la socialité chez les araignées. Alors, juste brièvement, encore une fois, pour présenter un peu l'anatomie des araignées. Donc, à l'avant, vous avez le prosoma, avec notamment les chélicères, ses crochets et les glandes à venin. Et au niveau de l'opistosoma, donc qu'on appelle chez les insectes l'abdomen, on va avoir les organes génitaux chez le mâle et chez la femelle. Et là, c'est une représentation d'une femelle avec la partie violacée que vous voyez au centre, que sont les ovaires. Et donc ça va induire des parades et des comportements sexuels assez particuliers chez les araignées. Le mâle étant beaucoup plus petit que la femelle, donc vous voyez sur ces 2 illustrations, à gauche chez les néphiles, le mâle qui est tout en haut, qui est beaucoup plus petit donc que la femelle, et de la même façon chez les argiopes. Donc ça, c'est une caractéristique commune à l'ensemble des espèces d'araignées, avec ce dimorphisme mâle-femelle. Et pour la copulation, vous voyez sur l'illustration de droite, donc un mâle qui dispose de 4 paires de pattes, et à l'avant du prosoma, vous avez 2 petites structures qui sont légèrement renflées, qui ressemblent un petit peu à des pattes, qu'on appelle des pédipalpes, et qui sont renflés exclusivement chez le mâle et qui ne sont pas renflés chez la femelle. Alors, quelle est la fonction de ces pédipalpes? Les pédipalpes servent à la copulation. Donc, au cours de son cycle vital, le mâle va tisser une petite toile, donc on voit marqué ici SW. Donc, le mâle tisse une toile, dépose une goutte de sperme, qui est marquée ici avec le S, et avec ces pédipalpes, donc cette structure renflée à l'avant du prosoma dont je vous ai parlé, il va venir aspirer la goutte de sperme. C'est ce qu'on voit ici sur l'illustration en bas à gauche, où on voit le S qui indique la goutte de sperme et le P, le pédipalpe. Donc le mâle va avoir comme organe copulateur ces pédipalpes. Et la conséquence, c'est que les organes génitaux de la femelle étant placés à l'arrière du prosoma, donc derrière les paires de pattes, le mâle doit venir s'approcher pour introduire la femelle. Et au moment où le mâle va devoir introduire la femelle pour la copulation, il est potentiellement sujet à des morsures de la part de la femelle. Voilà. Et ça, c'est encore une fois un trait commun à toutes les espèces d'araignées. Donc une fois que la femelle a été fécondée par le mâle, elle va pondre des œufs. Donc vous avez différentes illustrations ici. En haut à gauche, chez la veuve noire, vous voyez la femelle avec son cocon, donc qui est une structure de soie qui peut prendre différentes formes et qui va contenir des œufs. Et chez d'autres espèces d'araignées, comme à droite chez les Pholcus, vous voyez que la femelle là, va tenir son cocon dans ses chélicères et le cocon est réduit à sa plus simple manifestation. On a simplement quelques fils de soie qui vont recouvrir les œufs. Et chez d'autres espèces d'araignées, comme les araignées loups, dont vous voyez ici en bas une séquence, la femelle va pondre un cocon et la masse jaune qu'on voit au centre, ce sont les œufs. Donc les œufs vont être recouverts d'une enveloppe de soie et la femelle va ensuite porter cette enveloppe de soie jusqu'à l'éclosion des jeunes. Et chez certaines espèces d'araignées, donc les comportements maternels peuvent être plus ou moins sophistiqués et peuvent se limiter dans certains cas à la seule garde du cocon. Donc la femelle est à proximité du cocon et les jeunes peuvent éclore en l'absence de la femelle. Et chez d'autres espèces, comme certaines espèces d'araignées loups, la femelle va être cannibalisée par ses jeunes suite à leur éclosion. Donc les jeunes vont monter sur le dos de la femelle va émettre un signal qui va déclencher le cannibalisme par ses jeunes. Et une fois que la femelle a pondu son cocon, les œufs vont éclore dans ce cocon. Et vous voyez ici une illustration où vous avez des juvéniles, des jeunes araignées dans le cocon. Et c'est ici que commence la vie sociale chez les araignées. Donc c'est ici que commence un peu l'objet de cet exposé. Toutes les espèces d'araignées, quelles qu'elles soient solitaires ou sociales, on viendra un peu plus tard sur ces définitions-là, présentent une phase grégaire temporaire suite à l'émergence hors des œufs. Donc vous avez ici une image avec une espèce d'araignée, avec des juvéniles qui viennent juste d'éclore et qui sont tous grégaires.
Et si vous baladez dans les forêts ou dans les prairies, vous pouvez apercevoir, selon les saisons et selon les espèces, des toiles d'araignées avec des masses de juvéniles qui vont rester ensemble agrégés pendant quelques jours et qui, à l'issue d'une mue ou du temps qui va passer, vont commencer à se disperser. Et on va un petit peu rentrer dans les détails de cette vie sociale qui est encore une fois caractéristique de toutes les espèces d'araignées qui sont décrites à ce jour. Alors, quand on s'intéresse au fait social, une question assez légitime est de définir qu'entend-on par le fait social? Que signifie être social? Et de façon générale, en biologie, il y a deux façons de poser une question. Soit on aborde cette question avec ce que l'on appelle la causalité proximale, comment, ou on peut aborder un problème par la causalité ultime, c'est le pourquoi. Et dans les années 60, il y a eu deux articles assez fondateurs en biologie, un d'Ernst Mayr sur Cause and Effects in Biology, et un second article qui a été publié par Nico Steenbergen, qui a eu un prix Nobel de physiologie et de médecine pour ses travaux en éthologie en 1973, et qui a un petit peu défini la causalité en éthologie. Et dans ces deux domaines, que ce soit en éthologie ou en biologie de façon plus générale, on voyait cette dichotomie entre la causalité proximale et la causalité distale. Donc, de plus en plus, cette frontière tend à s'atténuer et les gens se rendent compte qu'il est beaucoup plus pertinent d'aborder un problème avec ces deux versants-là. Mais néanmoins, quand on regarde la définition du fait social, que signifie être social, on peut trouver deux définitions qui sont assez radicalement différentes et qui n'abordent encore pas une fois encore les mêmes problématiques. D'un point de vue de la causalité distale, un comportement est défini comme social s'il a des conséquences sur la valeur adaptative de l'émetteur et du receveur. Ça, c'est une définition que j'ai traduite d'un livre, d'un textbook anglais qui est très réputé. Et nous, la façon dont qu'on a de caractériser un peu plus le fait social, c'est de s'intéresser davantage aux mécanismes. Quels sont les mécanismes qui sont à l'origine de la formation des groupes sociaux et de l'organisation sociale? Et j'aime, moi, la définition qui a été proposée par Pierre-Paul Grasset, qui était un chercheur français qui a notamment travaillé sur les termites, et qui a travaillé dans les années 50, et qui considérait que pour être social, une espèce devait présenter une caractéristique fondamentale qui était l'interattraction ou attraction mutuelle. C'est-à-dire que les individus devaient avoir tendance à s'attirer mutuellement, et ça nécessite à la fois de la réciprocité, donc le fait qu'on ait cette influence mutuelle, et également une symétrie dans la mesure où les stimuli qui vont être impliqués dans le rassemblement des individus doivent être de même nature. Et ce qui permettait à Pierre-Paul Grasset d'exclure le rapprochement des partenaires sexuels et les soins parentaux. Et à cette interattraction qui est le ciment de la vie sociale doit s'ajouter également la tolérance. Et vous verrez que cette nuance n'est pas négligeable. Donc, pour définir le fait social, il faut qu'on s'intéresse à l'agrégation, la façon dont les individus vont se rassembler. Donc, quand on regarde par exemple des araignées juvéniles dont je vous parlais, on peut se poser deux questions. La première, c'est que cette agrégation de juvéniles pourrait être simplement incidente et reposer sur le fait que la femelle a pondu des œufs qui étaient eux-mêmes agrégés, que les jeunes éclosent de ces œufs agrégés, présentent de la tolérance, et une fois que cette phase de tolérance s'estompe, à ce moment-là, l'agrégation décline. Donc c'est ce que j'ai voulu illustrer ici en prenant une photo à droite, où on a simplement des œufs qui ne sont pas des œufs d'araignée, qui sont agrégés. Mais l'agrégation, aussi, le fait que ces individus puissent se rassembler, peut être un processus actif qui va reposer sur des interactions sociales. Donc la façon de savoir si les individus sont ou non sociaux est de procéder à des expériences en laboratoire. Et c'est ce que nous avons, nous, abordé chez une espèce d'araignée solitaire qui s'appelle Agelelena labyrinthica, qui est une espèce très commune en Europe que l'on trouve partout, et dont la femelle va pondre des cocons au mois d'août, qui vont contenir environ 50-130 œufs. Et à l'issue d'une phase de diapause hivernale, qui va durer 4-5 mois, où les jeunes restent agrégés, restent dans le cocon avant de sortir du cocon. Donc à l'issue de cette phase de diapause hivernale, les jeunes vont éclore à un certain stade et vont muer pour atteindre le stade adulte. Et nous sommes intéressés à ces araignées, à ces juvéniles de deuxième stade, pour savoir quels étaient les mécanismes qui étaient à l'origine de ces regroupements. Donc une façon de procéder, c'est de placer les araignées dans une arène et d'examiner la dynamique d'agrégation. Donc de regarder comment est-ce que les araignées vont se répartir dans un environnement qui est totalement homogène au cours du temps. Ce que nous faisons par la suite, une fois qu'on a quantifié ces processus d'agrégation et que l'on constate que les araignées forment un seul et unique paquet dans la majorité des cas, c'est de regarder quels sont les comportements au niveau individuel. Et donc ce que l'on fait, c'est qu'on regarde par exemple quelle est la probabilité pour une araignée
donc en haut à gauche l'araignée rouge, qui était dans un agrégat, de quitter le groupe dans lequel elle était. Et la réciproque, qui est la probabilité pour une araignée en déplacement de s'arrêter dans un agrégat. Et les résultats sont représentés sur les deux courbes que vous voyez en bas, qui nous révèlent que la probabilité de quitter un agrégat diminue avec le nombre de congénères qui sont présents, et que la probabilité de s'arrêter dans un agrégat augmente avec le nombre de congénères qui sont présents. Donc là, on s'est arrêté à 4 individus, parce qu'on part sur une hypothèse que l'on a validée expérimentalement, qui est celle d'une perception locale des araignées. On pourra y revenir au cours de la discussion si vous le souhaitez. Donc on a ce que l'on appelle ici, nous, deux boucles d'amplification. Plus les individus sont nombreux, plus un juvénile va avoir tendance à s'y arrêter, et plus le nombre d'individus présents à proximité est élevé, moins un individu va avoir tendance à quitter ce groupe. Et ce que l'on a pu montrer expérimentalement, c'est que le niveau d'agrégation que l'on observe expérimentalement, qui est représenté ici par la barre blanche, est équivalent à celui de simulations numériques, de modèles informatiques dans lesquels on a implémenté les règles de comportement que nous avons mesurées expérimentalement. Ce qui signifie que ces deux règles d'interattraction, ces deux boucles d'amplification, sont à la fois nécessaires et suffisantes pour conduire à la formation d'un groupe social. Et si vous regardez la petite barre noire en bas, ça, c'est la distribution des araignées sous l'hypothèse d'une absence d'interaction sociale. Donc oui, clairement, les araignées juvéniles sont sociales et s'agrègent. Et donc, elles remplissent tous les critères de la vie sociale, du fait social dont j'ai parlé précédemment. Mais cette vie sociale chez les jeunes araignées n'est pas permanente et va décliner au cours du temps. Donc vous voyez toujours chez Agelena labyrinthica, au cours de jours successifs, que l'intensité de l'agrégation va diminuer pour atteindre la ligne pointillée qui est le niveau aléatoire. Donc cette vie sociale n'est que temporaire. Et au bout d'un certain temps, les individus vont être indifférents à la présence de leurs congénères. Et vous regardez maintenant la partie droite où il est indiqué tolérance, et on a quantifié à différents stades du développement la proportion de comportements qui étaient tolérants. Donc, ce qui est indiqué stade 2, stade 3, stade 4, ça marque une transition avec une mue. Donc, les araignées sortent de leur cocon au stade 2, vont réaliser une première mue hors du cocon pour atteindre le stade 3, puis une autre mue pour atteindre le stade 4, jusqu'à ce qu'elles atteignent le stade adulte. Et vous voyez que les individus sont de moins en moins tolérants. Donc, cette vie sociale n'est que temporaire chez les araignées, même si elle existe réellement. Mais cette vie sociale temporaire et cette tolérance qui décline est très sensible aux conditions environnementales. Encore une fois, chez Agelena labyrinthica, chez des araignées qui sont assez âgées, qui sont de stade 4, donc qui ont déjà réalisé 2 mues hors du cocon, sont représentées ici les fréquences de cannibalisme chez des araignées qui n'étaient que peu nourries, donc la barre rouge, et des araignées qui étaient très nourries, donc il y avait des proies à volonté. Et vous voyez que quand on fournit à des araignées un nombre de proies conséquent, on a une diminution drastique du niveau de cannibalisme. Donc même si elles ne présentent plus d'interattraction au stade 4, comme on a pu le montrer précédemment, pour autant, leur degré de tolérance va être modulé par la quantité de proie qui leur sera offerte. Une autre expérience chez une autre espèce, chez des adultes, où ce qu'ont fait les auteurs, c'est de placer des groupes de 100 araignées dans une grande arène de 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres, en leur fournissant soit 100 proies par jour, soit 1000 proies par jour. Et ce que vous voyez, c'est qu'au cours du temps, les araignées à qui ont été fournies moins de proies vont présenter davantage de cannibalisme. Donc on va avoir une perte de la tolérance. Donc là, ce sont 2 exemples parmi des dizaines d'exemples qui montrent que chez les araignées solitaires, la propension à développer des comportements tolérants va être largement modulée par des facteurs alimentaires. Et il y a d'autres espèces, comme ici Metera spinipes, qui est une araignée qui vit au Mexique, qui va former des toiles géométriques. Donc vous voyez la figure du milieu, vous avez une toile géométrique, et derrière cette toile géométrique, vous avez une petite mâche blanchâtre qui correspond à la retraite, l'endroit où l'araignée va aller attendre ses proies. Et sur la figure tout à fait à droite, qui est d'assez mauvaise résolution, je suis désolé, vous voyez qu'on a plusieurs toiles d'araignées qui sont juxtaposées. Donc les toiles d'araignées sont elles-mêmes agrégées. Et un auteur a examiné quelle était la distance entre les toiles d'araignées en fonction de la disponibilité en proie. Et ce qu'il a pu montrer, c'est que chez ces araignées-là, leur propension à s'agréger, à avoir des toiles qui soient proches les unes des autres, va être fortement modulée par la disponibilité en proie. Pour autant, ces araignées n'interagissent pas. Elles vont partager quelques fils de structure de leur toile, mais c'est tout. Et dans certains cas, ces formations, ces agrégations d'araignées solitaires peuvent prendre des proportions absolument fantastiques. Donc ça, ce sont des photos qui sont issues d'un article qui a été publié en 2010, d'une étude qui a été réalisée dans un bâtiment
qui avait pour fonction de retraiter les eaux usées. Donc c'était un bâtiment d'environ 17 000 m², donc quasiment 2 hectares, avec des ouvertures sur le côté. Et ce qu'ont fait les auteurs, c'est qu'ils ont quantifié le nombre d'araignées qui étaient potentiellement présents dans cet endroit. Donc les deux espèces qui étaient principalement représentées étaient des tétragnates et des épères. Et vous voyez sur les photos en bas les toiles d'araignées. Donc les toiles d'araignées recouvraient la quasi-totalité de cette surface de 17 000 m². Et à partir de récoltes de fragments de toiles, les auteurs ont estimé le nombre d'araignées, donc adultes et juvéniles, de ces deux espèces dans ce bâtiment, qui était supérieur à 100 millions d'araignées. Donc sur 17 000 m², 100 millions d'araignées, et cette extrêmement forte densité d'araignées a été permise, j'aurais envie de dire, par le fait que, en retraitant les eaux usées, ça attire des proies, des mouches notamment, et ces mouches vont pouvoir nourrir les araignées, ça va diminuer la compétition entre les araignées et favoriser la tolérance. Mais pour autant, on ne peut pas réellement ici parler de société d'araignées. Les premières références à la vie sociale chez les araignées ont été apportées par Eugène Simon dans des travaux de la fin du XIXe siècle, lors d'un voyage au Venezuela, et je vais vous lire juste 2 ou 3 parties de ce premier article. L'araignée est le type de l'animal solitaire, jaloux de profiter seul de son travail. Quand 2 individus d'une même espèce viennent à se rencontrer, il en résulte généralement un combat qui finit par la mort de l'un des adversaires, et on sait que dans certains genres, le mâle n'échappe pas toujours à la voracité de la femelle quand il s'en approche pour l'accouplement. Et il continue un peu plus loin. Il y a cependant des degrés dans cette sauvagerie. Ce qu'il est bon de noter, là, c'est la façon dont les articles scientifiques étaient écrits il y a un peu plus d'un siècle, peut-être plein de poésie. Et si on continue un peu plus loin, voilà, et qu'on regarde le dernier paragraphe. La socialité est tout à fait complète chez Anelosimus socialis de la famille des Theridiidae. Plusieurs centaines, souvent plusieurs milliers d'individus de cette espèce se réunissent pour filer une toile légère et transparente, mais de tissu serré et analogue à celui des toiles d'Agélène. Cette toile est de forme indéterminée pardon, elle atteint parfois des grandes dimensions et peut envelopper un caféier tout entier. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans la socialité chez les araignées. Donc ça, c'est une photo que j'avais prise quand on avait fait une mission de terrain en Guyane. Ce que vous voyez, c'est l'espèce Anelosimus eximus, ou plus exactement sa toile, donc l'espèce qui a été décrite par Eugène Simon. Donc vous avez ici un étudiant qui donne l'échelle, et là vous avez environ 1/3 de la toile. C'est une toile qui devait faire 20 ou 30 mètres de long, 2 ou 3 mètres de hauteur et 2 ou 3 mètres de profondeur. Et dans cette toile vont coexister des milliers d'araignées à différents stades de développement. Et quand je dis coopérer, vous me direz, voilà, là c'est un cycle sur la coopération, et pour l'instant je ne vous ai pas donné de définition de la coopération. Donc de la même façon, on peut avoir une multitude de définitions de la coopération, comme on peut avoir une multitude de définitions du fait social, selon le versant par lequel on l'approche. Et une définition assez lâche est de considérer comme coopération tout comportement qui apporte des bénéfices à un individu. Mais certains auteurs considèrent que ce n'est pas suffisant. Si on prend par exemple le cas du bousier. Le bousier va bénéficier de la bouse de l'éléphant, mais pour autant, on n'a pas envie d'associer à ce comportement-là, le fait qu'il y ait une production de bouse, de la coopération. Donc, ce que rajoutent comme définition, comme élément les auteurs, c'est que le comportement qui apporte donc des bénéfices à un individu doit avoir été sélectionné pour ces bénéfices. Un exemple caractéristique est trouvé chez les espèces de fourmis, chez lesquelles, dans une colonie de fourmis, seul un individu va se reproduire au détriment du reste de la colonie, en l'occurrence les ouvrières. Et une définition qui ne se base pas sur une approche distale, et encore une fois qui est assez générique, est celle qu'on peut trouver dans d'autres ouvrages, qui est le fait que les individus puissent réaliser des activités collectives. Et c'est un peu la définition de la coopération que je vais prendre pour illustrer la vie sociale chez les araignées. Donc, la socialité chez les araignées, généralement, 2 critères principaux sont retenus, que sont la territorialité et la durée. Tout à l'heure, en préambule, je vous parlais des toiles, que chez les araignées existaient soit des toiles géométriques, soit des toiles non géométriques. Donc on va distinguer les espèces qui sont considérées comme non territoriales, donc les 2 photos dans la partie supérieure, où les araignées forment des toiles non géométriques qui se prêtent à la coopération entre les individus. On verra pourquoi dans un instant. Et pour les araignées qui vont faire des toiles donc géométriques, on va considérer que ce sont des espèces qui sont territoriales. Donc là, vous avez en bas Metera spinipes, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Premier critère, donc, la structure des toiles.
Deuxième critère, la durée de la vie sociale. Chez les araignées solitaires dont on parlait tout à l'heure, cette vie sociale déclinait au cours du développement, au cours de l'ontogénèse. Mais chez d'autres espèces, cette vie sociale va être permanente et durer tout au long de l'individu. Donc 2 critères, territorialité et durée, qui vont nous permettre de définir donc 4 catégories d'araignées. Une autre façon de voir les choses, et je vous remontrerai ce schéma au cours de l'exposé, c'est ici, donc, vous avez différentes barres, soit pour des espèces solitaires, des espèces subsociales ou des espèces sociales. On ne va pas vraiment rentrer dans le détail. Ce qu'il est important de retenir, c'est par exemple, si vous regardez le graphique du haut pour les espèces solitaires, la dispersion, donc le moment à partir duquel les individus vont commencer à mener une vie solitaire, va précéder la reproduction. Et cette dispersion va se faire après la mort de la femelle. Donc typiquement, les Agelena labyrinthica sur lesquels on travaille, la femelle pond un cocon au mois d'août, et la femelle va mourir pendant l'hiver, et les jeunes vont émerger le printemps prochain. Donc, c'est-à-dire que les jeunes ne sont jamais au même moment sur la toile en présence de leur mère. Donc, espèce purement solitaire. Ensuite, il y a des espèces dites subsociales où la mère va coexister avec ses jeunes, va pouvoir faire notamment de la régurgitation, amener de la nourriture à ses juvéniles, et éventuellement se faire cannibaliser, comme je l'ai mentionné. Espèces dites subsociales. Mais pour autant, chez ces espèces subsociales, la phase de dispersion, où les jeunes deviennent solitaires, précède la phase de reproduction. Et la dernière catégorie, que sont les araignées sociales, donc, qui rejoint le critère de durée dont je vous parlais précédemment, où si la dispersion a lieu, elle n'est pas systématique, elle a lieu suite à la reproduction des individus, et ça va avoir des conséquences sur la structure génétique des colonies. Donc ce que l'on considère comme les araignées sociales sont ces araignées qui sont à la fois non territoriales et sociales, et ce, de façon permanente. Alors, comme cela a été dit précédemment, parmi les 46 000 espèces d'araignées qui ont été décrites à ce jour, seules 25 sont réellement sociales. Et comme caractéristique de la vie sociale, et on en abordera quelques-unes par la suite, on peut citer 6 éléments. Donc, le chevauchement des générations. Dans une toile d'araignée sociale, vous allez trouver à la fois des individus adultes et des juvéniles, premier élément. Les soins coopératifs aux jeunes, c'est-à-dire que les femelles vont être capables de s'occuper des juvéniles, même si ce ne sont pas leurs propres juvéniles. Troisième critère, la coopération dans la construction. Donc les araignées vont construire des pièges soyeux gigantesques auxquels chaque individu va amener sa pierre à l'édifice, j'aurais envie de dire. La chasse collective, on va y revenir abondamment. Le fait qu'on ait un sexe ratio biaisé, c'est-à-dire que chez les araignées sociales, chez quasiment toutes ces espèces d'araignées sociales, on va trouver environ 9 femelles pour 1 mâle dans une colonie. Alors que chez les espèces solitaires, dans la vaste majorité des cas, le sexe ratio est équilibré avec autant de mâles que de femelles. Donc ça, c'est une caractéristique des araignées sociales. Et la dispersion post-accouplement dont je vous ai parlé précédemment. Alors si on regarde un petit peu au cours de la phylogénie, ou de la phylogénèse plus exactement, l'évolution des araignées. Vous avez ici à gauche un arbre phylogénétique où sont représentés par les nombres, donc 9, 1, etc., les origines de la socialité. Donc dans ces genres ou ces familles, on va avoir eu par exemple tout en bas à gauche 9 évolutions de la socialité. Puis dans d'autres genres ou d'autres familles, on va avoir 1, 2, 3 autres évolutions de la socialité. Au total, les auteurs, donc c'est un travail qui date de 2006, les auteurs ont dénombré 18 origines indépendantes de la socialité. Et certaines espèces ou certains genres ou familles d'araignées sont un peu plus propices à l'évolution de la socialité. Je vous ai mis à droite 2 exemples, 2 familles d'araignées. Donc vous avez par exemple tout en haut à droite, chez des Stegodiphus, vous voyez qu'on a 3 points rouges qui correspondent à des origines de la vie sociale, telles que je l'ai défini précédemment. Et l'autre graphique, le graphique intermédiaire, chez des Pterididés, les points rouges correspondent également à l'évolution de la socialité. Donc vous voyez que ces points rouges sont un peu dispersés. Donc, ce qui suggère aux auteurs qu'on n'a pas eu dans ces familles-là une origine de la socialité qui a donné par la suite d'autres, qui a bourgeonné pour donner d'autres espèces sociales, mais toutes les espèces sociales sont apparues de façon indépendante. Donc 18 origines indépendantes de la socialité réparties dans l'ensemble des familles d'araignées. Et donc, ces araignées, on les trouve où, les araignées sociales? Elles sont essentiellement distribuées dans l'hémisphère sud, et sur ce graphique, vous avez donc des points rouges dont la taille représente le nombre d'espèces d'araignées sociales qui ont été décrites. Et vous voyez qu'elles sont majoritairement décrites dans le nord de l'Amérique du Sud, également en Afrique et dans le sud-est de l'Australie. Et ce qu'ont montré les auteurs, c'est que la disponibilité, ou pardon, la richesse en espèces était dépendante de la productivité de l'habitat. Évidemment, dans les habitats, dans des forêts de type équatorial, la biomasse produite est beaucoup plus importante que dans nos latitudes. Et donc ça corrèle avec la socialité chez les araignées.
Et un autre élément est que la socialité chez les araignées est corrélée à d'autres facteurs environnementaux que la biomasse, notamment une faible saisonnalité des précipitations, c'est-à-dire des saisons des pluies qui sont relativement constantes. Pour une raison manifestement simple, qui est que sous ces conditions, donc habitat productif et faible saisonnalité des proies, et faible saisonnalité des précipitations, on va avoir une forte abondance en proies. Et donc, certains auteurs ont regardé, notamment en Équateur, comment évoluer chez Anelosimus eximus, cette espèce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été décrite par Simon, dont je vous ai montré cette toile gigantesque, comment évoluer la taille des colonies en fonction de l'altitude. Donc, dans des régions montagneuses, comme illustré en bas à droite, ce qu'ont regardé les auteurs, c'est le nombre de nids dans lesquels on avait une seule femelle. Donc, on avait une araignée qui avait tendance à être solitaire. Et ce que vous voyez, c'est que plus on monte en altitude, plus la proportion de toiles où on ne trouve qu'une seule femelle est importante. Et à contrario, à basse altitude, on va trouver des colonies plus grandes et moins de femelles solitaires. Donc là, on voit qu'on a une influence du gradient altitudinal sur la structure sociale des colonies. Donc ce qu'ont essayé de faire les auteurs, c'est toujours en Équateur, c'est d'essayer d'examiner quels étaient les déterminants écologiques qui étaient liés à cette structuration en fonction du gradient altitudinal. Et ils ont regardé deux espèces. Donc, l'espèce Anelosimus eximus, donc cette espèce sociale, et une espèce subsociale, Anelosimus bedza. Et donc, ils ont regardé la proportion de chacune de ces espèces à différentes altitudes. Et en parallèle, ils ont estimé la quantité et la taille des proies. Donc, pour ce faire, ils ont utilisé des pièges, des tentes malaises, qui permettent de capturer les insectes et d'avoir une estimation de la disponibilité en proie et de la caractéristique de chacune des proies. Donc, ce qu'on voit, c'est que si les auteurs, dans l'habitat des araignées vraiment sociales, donc à basse altitude et subsociales à haute altitude, quantifient la biomasse totale d'insectes qui est présent, donc simplement, là, il y a des transformations, mais peu importe, la masse d'insectes, on voit que dans l'habitat des araignées subsociales, à haute altitude, la biomasse tend à être plus importante. Premier élément. Maintenant, si on regarde la taille moyenne des proies, on voit que la taille moyenne des proies est plus importante à basse altitude qu'à haute altitude. Donc les araignées sont plus grandes à basse altitude. Et si maintenant on rapporte la taille des proies, là estimée par la masse d'une araignée, on voit que le rapport est beaucoup plus élevé pour l'habitat social. En d'autres termes, les araignées sociales sont trouvées dans des habitats où les proies sont de grande taille. Et les araignées qui vont avoir tendance à disperser assez tôt, ces araignées subsociales, vont être trouvées dans des habitats où les proies sont de petite taille. Donc là, c'est ce que j'ai marqué en bas, le degré de socialité est corrélé à la taille relative des proies. Donc on voit que depuis le début, la prédation, le fait qu'on fournisse à des araignées solitaires des proies en quantité abondante peut influencer sur leur degré de tolérance, que la distribution des araignées sociales va varier en fonction de la quantité de proies. Et on va aller un peu plus dans le détail, mais avant, je vais vous montrer ici, tiré d'un chapitre de livre de Laetitia Aviles, quelques types de toiles, donc d'espèces d'araignées sociales. Donc l'araignée dont on parle depuis tout à l'heure, qui est Anelosimus eximus, à sa toile qui est représentée en bas. Donc voilà différents types de toiles trouvées, qui vont avoir des caractéristiques évidemment différentes, des tailles différentes. Et donc ça, ce sont deux illustrations, deux photos, pour vous montrer aussi que les araignées sont parfois opportunistes. Ce que vous voyez à gauche, c'est une toile d'araignée sociale qui a été prise en Guyane, à la sortie d'un village. Vous voyez cette masse un peu blanchâtre, à la base, enfin pas à la base, mais sous le poteau. Et puis on a des fils, donc là on ne voit évidemment pas la caméra, des fils verticaux qui sont des fils d'interception sur lesquels je reviendrai dans un instant. Et à droite, c'est un nid d'Agelena consociata, qui est une araignée du même genre que l'espèce d'araignée sur laquelle on travaille à Toulouse, qui est Agelena labyrinthica, qui est la raison pour laquelle on a choisi ce modèle biologique pour essayer de faire des approches comparatives entre des espèces sociales et solitaires. Donc ça, ce sont des toiles, évidemment, de taille modérée. Alors, de façon générale, un organisme, en fait, les besoins d'un organisme en nutriments vont dépendre de sa taille, mais leur acquisition va dépendre de la surface de l'organisme. Donc plus si vous prenez par exemple une cellule, plus la cellule va devenir importante, plus elle va avoir des besoins importants, mais pour autant, quand la cellule croît, le rapport surface-volume va diminuer. Donc, par exemple, si vous prenez les carrés qui sont représentés en bas, vous voyez que le petit carré à gauche, il a une surface totale de 6, en unité arbitraire, et que son volume est de 1. Donc le rapport surface-volume est de 6. Et plus le carré va croître, pour arriver jusqu'à la partie la plus à droite,
où on va avoir une surface de 54, si on fait la somme de la surface de chacune des faces, et un volume de 27. Et vous voyez dans ces cas-là que le rapport surface-volume va changer. Et donc ça pose un problème aux organismes. Donc dans certains cas, ça a été fait par exemple pour augmenter l'absorption, c'est d'avoir des microvillosités ou des villosités dans l'intestin. Et comment les araignées ont, elles, pu résoudre ce problème? Donc si vous prenez une toile assez caractéristique, donc vous avez une partie basale, là, cette nappe que l'on voit, où sont contenus les individus, et des fils d'interception verticaux. Donc c'est ce qui est représenté dans le schéma intermédiaire, où vous avez le nid à la base et les fils d'interception. Donc cette surface qui va permettre aux araignées d'intercepter des proies peut être estimée par la surface externe de ces fils d'interception. Et la taille de la colonie est donnée par le nombre d'araignées. Donc si vous regardez maintenant la représentation qui est tout à fait à droite, où est représentée la surface de capture, donc la surface externe de ces fils d'interception en fonction du nombre d'araignées, vous voyez qu'on a une diminution. En d'autres termes, l'aire de capture par individu. En d'autres termes, plus le nombre d'araignées est important dans une colonie, moins la surface de soie permettant d'intercepter des proies est élevée. Donc on est typiquement dans le problème, dans la problématique de ce changement de surface ratio. Donc une autre façon de représenter la même chose, c'est que si l'on regarde le nombre de proies qui sont interceptées par les individus au cours du temps, donc en x, en abscisse étant le nombre d'individus, on voit qu'on a une diminution du nombre de proies interceptées. Donc là, ça pourrait laisser penser que le fait de vivre en société diminue le nombre de proies capturées par individu. Mais maintenant, si on regarde la taille des proies, ou là, estimé encore une fois par le poids, on voit que plus le nombre d'araignées dans la colonie est élevé, plus la taille des proies interceptées va être importante. Donc si maintenant on fait le rapport entre la biomasse capturée et le nombre d'individus, on a cette courbe en cloche qui montre que dans ces conditions bien spécifiques, jusqu'à environ 1000 individus, on a une augmentation de la disponibilité alimentaire par individu, et qu'au-delà de 1000 individus, ce rapport tend à s'inverser. Et cela corrèle relativement bien avec la taille maximale des colonies que l'on peut observer dans la nature. Donc, ce qui suggère aux auteurs qu'environ 1000 individus, c'est une taille optimale qui va évidemment varier selon les conditions environnementales. Et donc, la coopération, le fait qu'il y ait plusieurs individus, va permettre la capture de larges proies et va compenser la diminution de la surface relative d'interception. Donc, les araignées sociales peuvent chasser de grosses proies. Alors, pourquoi ou comment? Donc ici, dans une autre étude, est représenté le nombre d'araignées, en fonction du nombre d'araignées, le temps d'immobilisation de la proie pour des criquets. Et vous voyez que plus le nombre d'araignées dans le groupe est important, plus le temps d'immobilisation de la proie va diminuer. En gros, le fait d'être plusieurs araignées ensemble va permettre d'éviter que la proie ne s'échappe. Une autre façon de dire les choses, c'est que dans certains cas, les araignées peuvent chasser des proies qui sont jusqu'à 700 fois plus grosses qu'elles. Donc vraiment, là, encore une fois, on voit que la coopération porte ses fruits et permet aux individus de coopérer. Alors là, si on peut voir le premier film, s'il vous plaît. Donc là, ce que vous voyez, c'est une paille qui est censée simuler la présence d'un prédateur. Et ce que vous voyez, c'est que toutes les araignées tentent à se synchroniser. Donc là, le film, enfin, la paille émet de l'air. Donc vous voyez que toutes les araignées se synchronisent. Donc, très rapidement, elles sont capables de développer un mouvement coordonné. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'au cours du temps, quand on regarde la fraction d'araignées qui sont en déplacement, en quelques secondes, les araignées vont toutes se déplacer à l'unisson, donc avancer, s'arrêter, avancer, s'arrêter. Et un des avantages, un des intérêts de cette synchronisation, c'est que ça va permettre aux araignées de localiser l'épicentre des vibrations émises par la proie. Quand les araignées chassent, elles sont obligées de déterminer l'endroit où la proie tombe par les vibrations qui sont propagées par la toile. Mais quand elles sont en groupe, elles sont face à un problème, parce qu'il faut qu'elles puissent distinguer les vibrations de la proie des vibrations émises par les congénères en déplacement. Donc la solution, entre guillemets, qui a été adoptée, c'est pour réduire les vibrations parasites, d'avoir des déplacements saccadés qui leur permettent d'atteindre la proie. Et de façon assez intéressante, ce comportement de déplacement saccadé existe aussi chez des araignées solitaires. Donc, quand vous regardez par exemple les Agelena labyrinthica qui peuvent faire des grandes toiles, quand on leur présente des proies, elles vont avancer de façon saccadée. Pour autant, à l'heure actuelle, nous ne connaissons pas les mécanismes qui sont mis en œuvre pour les araignées pour synchroniser leur déplacement. Mais il y a un autre cas où les araignées peuvent se synchroniser, donc ça c'est un peu à la marche. Si on peut mettre ce film-là, s'il vous plaît. Donc ça, c'est un film qui a été tourné aussi en Guyane. Vous voyez à gauche une guêpe, qui est une guêpe parasitoïde.
Et vous avez donc à droite des araignées qui se déplacent également de façon synchronisée. Donc les guêpes parasitoïdes, c'est un problème pour les araignées sociales, parce qu'elles vont venir parasiter les œufs. Et donc ce comportement, que moi je n'ai pas vu décrit dans la littérature, qui est ici reporté de façon anecdotique, est aussi manifesté manifestement pour des stratégies défensives. Alors ce qu'on sait, notamment pour les proies, c'est que ce n'est pas la vibration de la proie qui donne le rythme du déplacement saccadé. Parce que dans certains cas, les araignées vont initier une capture et la proie va s'échapper, et pendant quelques secondes, les araignées vont continuer d'avancer de façon saccadée. Donc on sait que la vibration de la proie est nécessaire au déplacement et à l'achat des araignées, mais pour autant, ce n'est pas elle qui agit comme un pacemaker responsable de cette synchronisation. Donc, quand on regarde les araignées sociales, elles ont certains traits dus à la coopération, le fait qu'elles puissent chasser de larges proies, qu'elles puissent construire des pièges qui soient gigantesques, mais pour autant, on n'a pas de différence comportementale majeure entre les espèces d'araignées solitaires et les espèces d'araignées sociales. Elles ont le même répertoire comportemental. Et je vais essayer de vous l'illustrer de deux façons. Une première façon, où on avait fait une étude chez l'Arinoides cornutus en bac, une espèce d'araignée solitaire, chez les bébés de l'araignée solitaire, et chez Anelosimus eximus, qui avait été faite par des collègues. Et l'expérience consistait en un choix très simple. Les araignées devaient monter à un fil vertical, et à l'extrémité du fil vertical, il y avait deux branches latérales. Donc on avait un fil en Y, les deux branches étant égales par ailleurs. Il n'y avait pas un site qui était ombragé ou quoi que ce soit. Et donc ce que l'on fait, c'est que l'on faisait monter des araignées de façon successive. Donc ça, c'est une image qui avait été prise chez les araignées sociales. Donc ça, c'est des expériences qui avaient été faites sur le terrain. Et vous voyez que les araignées sont toutes parties du côté gauche. Donc la branche gauche a été largement utilisée par les araignées au détriment de la branche droite. Donc pour essayer un petit peu de comprendre quels étaient les mécanismes, on a fait des études complémentaires. Et il faut savoir que les araignées, quand elles se déplacent, déposent un fil de soie. Et donc ce fil de soie est attaché sur le substrat et prévient les araignées contre toute chute préjudiciable. Et donc la première araignée qui va monter sur la branche verticale ascendante va avoir attaché son fil de soie et va former un raccourci de soie quand elle aura choisi l'une ou l'autre des deux branches, donc en l'occurrence la branche droite. Et ce fil de soie va constituer un raccourci potentiel qui pourra être utilisé par les autres araignées pour rejoindre la branche droite. Et donc il suffit de 2 ou 3 araignées pour que tous les individus, tout le groupe, se retrouvent du même côté. Et donc là, de façon intéressante, ce sont exactement les mêmes règles comportementales qui sont à l'œuvre pour ces prises de décision collectives chez des araignées solitaires ou chez des araignées sociales. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la construction, le fait que les araignées puissent construire des grandes toiles, mais parmi les champions de la construction, on a les termites. Et toujours Grasset, pour essayer un petit peu de comprendre la formation de ces structures en cathédrale, là, chez les termites, écrivait la chose suivante. La coordination des tâches, la régulation des constructions ne dépendent pas plus directement des ouvriers, mais des constructions elles-mêmes. L'ouvrier ne dirige pas son travail, il est guidé par lui. C'est cette stimulation d'un type particulier que nous donnons le nom de stigmergie. Donc stigma, piqûre, et argon, le travail en grec. Donc en fait, ce que dit Grasset ici, c'est qu'une façon pour les individus de coopérer et de construire des nids comme ceux ici présents chez les termites est de ne pas être capable de distinguer le fruit de son travail du fruit du travail de ses congénères. Et que ce n'est pas l'individu qui va, entre guillemets, décider quelle est la tâche à faire selon une séquence qui est bien rigide et bien déterminée, mais c'est les stimuli auxquels il va être confronté. Et pour aborder un petit peu cette question, Bertrand Kraft de Nancy avait réalisé l'expérience suivante chez Agelena labyrinthica. Donc je vous ai représenté à gauche une toile. Donc vous avez cette partie centrale qui est la retraite, dans laquelle l'araignée va se loger en attendant d'intercepter les proies, et la nappe de chasse. Et donc, ce qu'avait fait Bertrand Kraft, c'est de placer une araignée dans une enceinte vide et de laisser l'araignée tisser. Et donc, l'araignée va tisser une toile complète qui va être composée d'une nappe et d'une retraite. Et si on enlève soit à un lot d'araignées la nappe, soit à un autre lot d'araignées la retraite, et qu'on place une autre araignée dans cette boîte, alors l'araignée qui va être introduite ne va reproduire ou ne va construire que la séquence manquante, soit la nappe si la retraite est présente, ou vice-versa. Ce qui suggère que les araignées sont douées de stigmergie et que, par association, elles pourraient construire des nids qui seraient tout à fait fonctionnels. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire dans une deuxième étape. Donc je suis désolé, le schéma est de assez mauvaise qualité, mais chez une autre espèce d'araignée, Celotes terrestris, dont ils avaient contraint les individus à rester ensemble dans un terrarium, ils avaient obtenu des toiles
de chasse avec une multitude de retraites qui, d'un point de vue qualitatif, ressemblaient aux toiles d'araignées sociales Agelena consociata. Donc le fait de maintenir la cohésion entre les individus peut conduire à des formes de coopération, notamment lors de la construction du piège. Et chez les araignées, chez les jeunes araignées, elles sont également capables de coopérer pour chasser. Quand on leur donne, nous, aux jeunes araignées des proies, plusieurs araignées vont être sur une même proie. Donc se pose la question de savoir quels sont les mécanismes qui auraient pu favoriser l'évolution de la socialité chez les araignées. Sachant que donc, chez les araignées solitaires, les juvéniles sont tolérants et grégaires, et à l'issue d'un certain nombre de mues, les individus adultes vont tendre à être agressifs et peu tolérants, alors que chez les araignées sociales, cette tolérance est maintenue tout au long de la vie des individus. Donc si on reprend le schéma que je vous ai présenté précédemment, en gros, la vie sociale, pour évoluer, ne nécessite que la suppression de la dispersion. Le répertoire comportemental est présent, donc pour rendre sociales des araignées solitaires, il faut éviter que ces araignées ne se dispersent. Même si après, il y a des traits un peu plus sophistiqués comme le sexe ratio biaisé dont je vous ai parlé, qui peuvent évoluer, mais c'est une autre question. Donc nous, on s'intéresse un peu le sujet de nos recherches à Toulouse, d'essayer d'identifier quels sont les mécanismes qui pourraient être à l'origine du maintien de la cohésion sociale chez des juvéniles. Et toujours chez notre espèce Agelena labyrinthica, donc, dont je vous ai parlé, on regarde un petit peu ce qui se passe au cours du développement. Et donc j'avais un étudiant en thèse, Pierre Laine, qui avait réalisé l'expérience suivante. Chez des jeunes araignées, il donnait deux régimes alimentaires, un régime riche et un régime pauvre en drosophile, où les araignées n'étaient pas nourries. Et on regardait au cours de différents stades développementaux, donc stade 2 dont je vous ai parlé, ensuite on a une mue stade 3, et ensuite on a une autre mue, la seconde hors du cocon, stade 4. Donc les araignées qui sont nourries beaucoup ou peu vont muer, mais les araignées qui ne sont pas nourries ne muent jamais. Alors les araignées sont très tolérantes aux jeunes, elles peuvent rester plusieurs jours, plusieurs semaines, voire mois sans se nourrir. Et donc on a regardé deux éléments. On a regardé la teneur en réserve lipidique. Donc ce qu'a fait Pierre, c'est de regarder, de sacrifier des araignées pour estimer la teneur en triglycérides. Donc vous voyez sur la partie la plus à gauche l'évolution de la teneur en triglycérides, donc qui est un marqueur de l'état nutritionnel des araignées, que des araignées qui vont avoir jeûné pendant 47 jours, indiqué J47, ont un taux des réserves lipidiques qui sont quasiment nuls. Et que quand on regarde par ailleurs des araignées qui sont nourries peu ou davantage, on va avoir des teneurs en lipides circulants qui seront plus importantes que celles des araignées qui sont affamées. Et pour autant, quand on regarde le cannibalisme, on voit que les araignées qui n'ont jamais été nourries, jusqu'au jour 47, ne présentent aucun cas de cannibalisme. Alors que dès lors que les araignées ont mué, notamment au stade 4, on voit qu'on a une proportion de cannibalisme qui est très importante, dont je vous parlais précédemment. Donc ce que cela suggère, c'est que chez les araignées, les bébés, on n'a pas de corrélation entre les réserves lipidiques et le cannibalisme. Les araignées solitaires juvéniles sont extrêmement réticentes à cannibaliser leurs congénères. Donc on a essayé de comprendre un petit peu quels étaient les mécanismes. Et chez les araignées, comme chez beaucoup d'arthropodes tels que les fourmis ou les guêpes ou les abeilles, la communication est médiée par des informations chimiques. Donc sur la carapace de l'araignée, sur la cuticule, vous avez une série de molécules qu'on appelle des lipides cuticulaires dont la fonction primaire est de prévenir contre les pertes en eau, contre la dessiccation, mais qui vont être une réelle signature chimique des individus et qui vont varier en fonction, chez les adultes, de l'état de maturité sexuelle de la femelle, qui vont varier entre les espèces. Donc c'est un support de la communication qui est très important chez les araignées. Et ces lipides cuticulaires sont perçus au moyen de récepteurs qui sont à l'extrémité des paires de pattes. Et il ne faut pas négliger non plus le rôle de la soie dans la communication, mais là on va s'intéresser aux lipides cuticulaires. Donc pour quantifier, pour caractériser la signature chimique des araignées, on a différentes façons de procéder, mais une des araignées, c'est d'extraire les composés cuticulaires de l'araignée au moyen de solvants tels que l'hexane, d'utiliser des chromatographes en phase gazeuse pour avoir ce qui est représenté en bas, cette courbe, la signature chimique de l'individu. Donc chaque pic représente un composé, une espèce moléculaire, et la hauteur du pic va se coder pour l'abondance. Et à partir de ces pics-là, on est capable d'avoir l'identité de chacune des molécules. Donc pour chaque individu, on peut avoir la signature chimique de l'individu. Donc sont représentés ici, c'est une représentation multivariée dont vous n'êtes peut-être pas très familier, mais je vous l'ai expliqué très brièvement. Chaque point représente une araignée qui a été non nourrie ou qui a été nourrie. Et ce à quoi il faut être vigilant, c'est les deux axes. Sur l'axe 1 en bas, l'axe 1 explique environ 70% de la variation que l'on observe dans les échantillons. L'axe 2 des ordonnées n'explique que 10%. Donc il ne faut pas se laisser leurrer
par cette amplitude des variations que l'on observe sur l'axe 2, parce qu'elle n'explique que 10% de la variation de l'échantillon. Et ce que l'on voit, c'est que des araignées de stade 2, qu'elles aient mangé ou qu'elles n'aient pas mangé, sont toutes dans la partie gauche du graphique, et dès lors qu'elles ont mué, les araignées se retrouvent à droite. Donc on a des changements caractéristiques dans la signature chimique des individus qui coïncident avec la mue. Et donc, je vais vous parler de l'hypothèse de recherche que l'on a à ce sujet, mais avant, je vais vous parler de Mickey. Donc là, vous avez Mickey. Donc ça, c'est extrait d'un livre de Stéphane Jay Gould. Donc vous avez Mickey au début et Mickey 50 ans après. Donc si je vous demandais de décrire les changements de Mickey, vous allez voir qu'il y a certains traits qui vont changer. Notamment, quand il est dans la partie gauche, donc les anciens dessins de Mickey, il a des petits yeux. Dans la partie droite, il a des grands yeux dont la pupille est égale à la taille des yeux dans la partie gauche. Vous voyez qu'il a un front qui est plus proéminent, qu'il a un nez qui est un peu plus petit. Donc vous voyez que là, c'est l'évolution de Mickey au cours du temps, où au cours du temps, il va avoir conservé des traits juvéniles. Donc, comme je viens de le dire, une large tête, des grands yeux et une mâchoire réduite. Et ça, c'est un comportement. On retrouve ça à d'autres niveaux. Ça, c'est un exemple tiré d'un article de Konrad Lorenz, qui a été lui aussi couronné du prix Nobel pour ses travaux en éthologie en 1973. Et vous voyez à gauche, de chaque figure, le juvénile de l'espèce correspondante, donc l'homme, le lapin, le chien et le pigeon. Et vous voyez que de la même façon, les juvéniles sont caractérisés par un front proéminent, des grands yeux et une mâchoire réduite. Alors vous me direz, où on va avec les araignées? On va y arriver. Donc en fait, cette catégorie de processus s'appelle des processus hétérochroniques, c'est-à-dire qu'au cours de l'évolution, au cours du développement, on a des changements dans la durée ou la vitesse du développement. Et donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on a notamment la néoténie ou la progénèse qui indique le fait que les individus vont conserver des caractéristiques juvéniles à l'état adulte. Et deux exemples. À droite, pour le comportement de jeu chez le chien adulte. C'est typiquement un comportement de juvénile. Et manifestement, chez les loups, donc, qui sont évidemment proches cousins des chiens, les comportements de jeu sont beaucoup moins fréquents. Donc, au cours de la sélection du chien, sans pour autant que ça ait été un motif de sélection, mais les générations ont sélectionné des individus avec des caractéristiques juvéniles. Un autre exemple, concernant des traits morphologiques chez la salamandre. Chez les salamandres, il y a deux formes qui peuvent se reproduire. Soit donc, la maturité sexuelle est indiquée par cette ligne de pointillés verticale. Donc il y a des individus qui vont faire une métamorphose complète et qui vont se reproduire, et d'autres individus, notamment en fonction des conditions environnementales, qui vont se reproduire à l'état larvaire. Donc on a en bas une bestiole qui a encore des branchies qui vit sous l'eau. Donc là, on a des individus qui vont avoir des caractéristiques juvéniles alors qu'ils ont atteint l'état reproducteur. Et donc, chez les araignées, ça sera mon avant-dernière diapositive, les hypothèses que l'on fait, et pour lesquelles je n'ai évidemment pas encore la réponse, c'est que les juvéniles donc, présentent un ensemble de composés cuticulaires qui sont responsables du maintien de la tolérance et de l'inhibition du cannibalisme, c'est-à-dire que ces composés cuticulaires ne varient pas en fonction du régime alimentaire, et quel que soit l'état de satiété ou d'affamement des jeunes araignées, jamais ils ne se cannibalisent, et que ces composés disparaîtraient chez les araignées solitaires au cours de la mue, alors que chez les araignées sociales, ces composés cuticulaires qui favorisent le maintien de la tolérance seraient présents tout au long de l'individu et expliqueraient la formation de sociétés permanentes. Donc pour conclure, de façon générale, donc la coopération et la vie sociale a été évidemment développée dans de nombreuses espèces, et certains auteurs proposent trois grandes catégories de mécanismes qui sont à l'origine de la coopération. Donc, dans un cas, ça peut être la protection, donc la défense d'une ressource collective, comme illustré en haut par des petites crevettes, qui sont des crevettes eusociales, qui vivent dans une éponge, ou chez les pucerons qui forment des galles. Donc ça, en fait, ces espèces-là tendraient, ce ne sont pas les seuls mécanismes, c'est un raccourci, à protéger une ressource, et ce serait ça qui serait à l'origine de la coopération. Chez d'autres espèces animales, notamment chez les hyménoptères, les guêpes ou les fourmis, les sociétés auraient une fonction reproductive, et permettrait notamment d'assurer la survie des juvéniles. Et avec les araignées, on se retrouve avec une autre catégorie où les sociétés auraient essentiellement une vertu prédatrice en permettant notamment aux araignées de chasser des proies volumineuses et d'accéder à des niches écologiques auxquelles les individus solitaires n'ont pas accès. Et ce que nous proposons, c'est que de mécanismes robustes et génériques qui soient à l'œuvre dans les transitions sociales et qui pourraient expliquer la diversité de la vie sociale chez les araignées. Et je vais m'arrêter là, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre exposé, Monsieur Raphaël Janson.
Nous allons passer aux questions dont la règle est de poser des questions courtes pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et juste avant les questions, moi je regrette beaucoup qu'on n'ait pas pu inviter les araignées parce qu'elles vous auraient beaucoup aidé. Étant donné que, voilà, nous restons avec beaucoup de questions, nous savons que vos recherches vont évoluer, nous savons que pour les jeunes, eh bien, il y a encore des possibilités de recherche. Ah oui. Parce que tout n'est pas découvert. Et bon, bah, peut-être qu'on est un peu content que les araignées ne puissent pas vous aider finalement, puisque nous, on peut encore faire de la recherche autour de leur comportement. Et ben, c'est très très bien qu'il y ait encore des énigmes dans le vivant. Donc voilà, nous allons passer aux questions et j'aimerais bien que s'affiche l'écran qui présente la prochaine conférence et la dernière du cycle, mais je reviendrai ici mardi prochain à la même heure pour vous souhaiter bienvenue et à la fin de la rencontre, vous dire au revoir. Bon, nous allons quand même passer aux questions. Vous en avez tout au fond là-bas. Bonsoir. Est-ce qu'on a trouvé l'origine mystérieuse de cette fameuse agressivité des femelles vis-à-vis des mâles? Est-ce que cela ne met pas en... Apparemment non, mais comment se fait-il que ça ne mette pas en danger la survie de l'espèce? Et deuxième partie de la question, si dans le cas où il y a moins de proies naturelles, il y a plus de cannibalisme, si j'ai bien compris vos dires, c'est la même question, comment se fait-il que cela ne mette pas en danger la survie de l'espèce? Et la raison du cannibalisme. Oui. Alors, je vais commencer par la première partie. Donc, chez les araignées, effectivement, dans certains cas, le mâle peut être cannibalisé par la femelle. Il y a des cas qui sont assez typiques, qui ont été décrits chez les veuves noires, notamment. Il y a une étude qui avait été publiée il y a quelques années qui montrait qu'en définitive, donc ce que je vais vous dire, c'est avec des guillemets, parce que je vais faire un peu d'anthropomorphisme, mais c'est ça pour simplement être un peu plus clair. Les mâles avaient tout intérêt à se laisser cannibaliser, parce que suite à l'accouplement, la probabilité que ces mâles trouvent un autre partenaire sexuel, une autre femelle, était très faible, et que tout le temps où la femelle cannibalisait le mâle, il y avait davantage, une plus forte proportion d'œufs qui étaient fécondés. En gros, la paternité du mâle était d'autant plus importante que le mâle était cannibalisé. Voilà. Donc après, il y a certaines autres espèces d'araignées où, par exemple, au moment de la copulation, le mâle, pour éviter de se faire cannibaliser, amène un cadeau nuptial. Il amène une proie à la femelle, de telle sorte que la femelle consomme la proie et que le mâle puisse copuler en limitant ses chances d'être cannibalisé. Donc, d'un point de vue adaptatif, chez certaines espèces d'araignées, c'est adaptatif pour le mâle de se laisser cannibaliser parce qu'il augmente ses chances de paternité. Voilà. Ça, c'est pour la première partie. Pour la seconde partie, oui, le cannibalisme est dépendant de la densité des proies chez les araignées solitaires. Pour autant, chez les araignées sociales, il y a un article qui date des années 80 où il a été montré que même des araignées sociales affamées ne se cannibalisaient jamais. Donc en fait, des araignées sociales qui sont affamées ne se cannibalisent pas, de la même façon que les juvéniles des araignées solitaires sur lesquelles on travaille ne se cannibalisent pas non plus. Mais dans la nature, ce que feraient des araignées juvéniles grégaires ou des araignées adultes sociales, elles disperseraient. C'est-à-dire que si les araignées sont affamées, elles vont quitter la colonie. Et il y avait une expérience qui avait été très élégante, qui avait été faite par Bertrand Kraft à Nancy, qui était de prendre des Anelosymus eximus et de leur présenter un labyrinthe à deux branches. Donc il y avait deux branches dans le labyrinthe, dont une branche contenait de la soie déposée par des congénères et une branche ne contenait pas de soie. Et il regardait l'affinité des araignées en fonction de leur état de satiété. Et ce qu'il a montré, c'est que des araignées qui sont nourries à satiété vont préférer le bras contenant de la soie, alors que les araignées qui sont affamées vont préférer le bras dépourvu de soie. Et ça a deux conséquences. Si les araignées sont affamées, c'est qu'en définitive, la population dans la colonie est trop importante ou que la densité de proie capturée est trop faible. Donc une première façon de résoudre le problème, c'est d'augmenter la surface du piège soyeux. Donc si les araignées affamées ont tendance à moins préférer la soie, elles vont s'aventurer à l'extérieur de la nappe de chasse
et ça peut les inciter à agrandir la taille de la toile et à augmenter le nombre de fils d'interception. Le deuxième élément, c'est que si les araignées sont affamées et ont une moindre affinité pour la soie, ça peut les inciter à disperser tout simplement, et à aller fonder des colonies à l'extérieur. Donc seules les femelles manifestement dispersent, ce qui fait que quand ces femelles qui vont disperser après avoir été fécondées, parce que c'est une des caractéristiques des araignées sociales, c'est que la dispersion est liée après la reproduction, quand la colonie va éventuellement bouturer, ou une partie des araignées vont disperser, elles vont être très proches génétiquement. Donc en fait, les araignées sociales sont des espèces qui sont consanguines. Il y a un très fort degré de consanguinité qui pourrait aussi être la raison pour laquelle, dans la nature, on n'observe pas des colonies sur des années, des années, des années. On va trouver des toiles gigantesques qui vont faire 30 mètres de long, elles vont durer 1 ou 2 ans, et après, il n'y a plus rien. Donc une des hypothèses, c'est que ce fort degré de consanguinité-là, en diminuant la variabilité génétique au sein de la colonie, est propice à l'apparition de pathogènes, de parasites, et peut entraîner le déclin de la colonie. Voilà, j'étais un peu long pour répondre à votre question. Oui, mais si j'ai répondu. J'ai toujours pas compris l'avantage chez une espèce animale du cannibalisme. L'avantage pour sa survie. Ben, à part pour le mâle, dont vous dites que le mécanisme de reproduction, ça facilite s'il se laisse dévorer. Bon, oui. Admettons, mais dans d'autres cas, quel est l'avantage pour une espèce d'introduire le cannibalisme à l'intérieur? Alors après, il y avait donc hormis cet exemple chez les veuves noires, certains auteurs proposaient, mais je pense que ça a été invalidé, qu'un congénère, c'était le type de proie idéal, parce qu'il a la même composition que vous en nutriments. Et donc si vous mangez un congénère, vous avez la source théoriquement idéale. Mais ça, encore une fois, je crois que ça a été invalidé. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier quand on regarde, à mon avis, des échelles de temps évolutives, c'est pas parce qu'aujourd'hui, en 2017, on observe un comportement que ce comportement est nécessairement optimal. Il est toujours sous le crible de la sélection naturelle. Donc ce que l'on observe aujourd'hui, si on revient dans 50 millions d'années, peut-être que ce comportement-là aura disparu. Mais pour autant, l'exemple qui me vient en tête, et je pense que c'est une des études les plus complètes qui a été faite à ce jour, c'est que pour le mâle, c'est avantageux de se laisser cannibaliser. Donc si la stratégie du mâle de se laisser cannibaliser est avantageuse, c'est une stratégie qui va proliférer dans la population et qui va conduire à de la fixation. Oui, bonsoir. Est-ce que les araignées sociales vivent plus longtemps que les araignées solitaires? Alors, je ne saurais pas répondre à cette question. Ce qu'on sait chez les araignées sociales, c'est que notamment les araignées sociales sont de taille plus réduite que les araignées solitaires du même genre. C'est-à-dire, si tout à l'heure je vous ai parlé des Anelosimus, Eximus ou Besa, la taille des individus va être différente. Chez les araignées Agelena labyrinthica solitaires, elles sont plus grandes que leurs cousines Agelena consociata, qui sont du même genre. Le nombre d'œufs pondus par des araignées solitaires est plus important que par des araignées sociales. En termes de longévité, à ma connaissance, en tout cas, je ne connais pas d'études qui comparaient la longévité. Mais il y a une chose aussi à considérer, c'est qu'elles vont vivre dans des environnements qui sont radicalement différents. Donc ça peut avoir une incidence, notamment sur la disponibilité en proie. Et chez les araignées qui vont vivre dans des latitudes tempérées, l'hiver, c'est quand même un certain frein à la perpétuation de la vie de l'individu. Donc après, il y a certaines espèces qui vont passer l'hiver dans des loges de soie, dans les inflorescences de différentes plantes, mais les Agelena labyrinthica, typiquement, s'il fait moins 10, elles ne passeront pas l'hiver. Bonsoir, merci. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu des études génétiques concernant les araignées sociales sur deux plans différents? D'une part, sur la construction des toiles, donc quelle est la part de l'influence du milieu, de l'adaptation à un milieu donné, et la part de l'hérédité liée à l'espèce. Et sur le deuxième plan, est-ce qu'il y a eu des études sur des gènes éventuels d'apparition de la sociabilité, indépendamment de la consanguinité à laquelle vous avez évoqué. Donc, c'est une façon d'essayer d'évaluer à quel point les araignées sont des êtres qui ne sont pas des petites mécaniques, mais qui ont un comportement lié à des tas de facteurs différents. Alors, pour la deuxième question, à ma connaissance, à part des études phylogénétiques, on n'a aucune connaissance sur les mécanismes génétiques qui sont corrélés à l'évolution de la socialité. Pour la première question concernant la structure des toiles,
les araignées vont moduler ou modifier la structure de leur toile en fonction de leur expérience et de la disponibilité en proie. Donc la structure de la toile n'est pas rigide. Elle va avoir certes des éléments, notamment les araignées qui vont former des toiles géométriques, des éléments constitutifs qui sont conservés par chaque araignée et entre les araignées, mais la structure même de la toile va varier, encore une fois en fonction de l'expérience et de l'apprentissage. Et il y a un élément dont je n'ai pas parlé parce qu'il fallait faire des choix. Il y a certaines études, alors ça c'est de façon générale en comportement, de plus en plus les auteurs se rendent compte que les animaux ont des personnalités. Donc c'est-à-dire qu'il y a une variabilité interindividuelle qui est importante dans le règne animal. Donc avant on considérait ça parfois comme du bruit, comme de la variabilité, mais maintenant à ces variations comportementales sont associés des phénotypes. On a par exemple 2 phénotypes qui sont bold et shy, donc des individus téméraires et des individus qui sont timides. Et chez les araignées sociales, on a ces 2 phénotypes-là. C'est-à-dire qu'on a des araignées qui vont avoir dans la colonie un phénotype plutôt téméraire ou un phénotype plutôt timide. Et notamment les individus téméraires contribueront davantage à la chasse de proie que les individus timides. Donc même si on a une forte homogénéité génétique dans la colonie, pour autant, ça n'empêche pas l'apparition de phénotypes comportementaux qui puissent être différents. Mais le lien exact entre le comportement, la génétique ou le comportement social et la génétique n'est pas connu, à ma connaissance. Bonjour. Bonjour. Donc ma question était, vous avez un petit peu répondu, c'était sur l'aspect pédomorphique. Donc si j'ai bien compris, en fait, cette sociabilité, ça c'est lié simplement au fait que il y a un pédomorphisme au niveau de ces huiles des cuticules. Alors la question c'était si vous aviez trouvé la cause génétique de ce pédomorphisme, mais apparemment non. L'autre question c'est est-ce qu'il y a d'autres traits pédomorphiques, par exemple morphologiques, qui pourraient s'accompagner et qui donc on pourrait voir sur une araignée, même si on l'a trouvée toute seule, si elle était sociale ou pas. Alors, concernant les traits morphologiques, comme je le mentionnais tout à l'heure, la taille. Les araignées sociales sont plus petites que les araignées solitaires. Pour autant, donc, ce dont je parlais à la fin sur l'importance de la pédomorphose sur l'évolution de la socialité n'est que très hypothétique. C'est une hypothèse qui avait été proposée dans 2 ou 3 articles dans les années 80, qui, moi, à mon sens, me semble extrêmement séduisante, parce qu'encore une fois, les araignées ont le répertoire comportemental pour évoluer, solitaire, pardon, pour évaluer de la socialité. Elles ont de l'interattraction quand elles sont juvéniles et grégaires. Donc la seule chose qui manque, avec les guillemets de rigueur, c'est la suppression de cette phase de dispersion. Et la chimie est un bon candidat. Alors là, justement, j'ai une doctorante dont le sujet de thèse est justement d'essayer d'élucider les mécanismes qui sont à l'origine de la dispersion. En gros, notre façon de fonctionner, c'est la suivante, c'est de se dire, on a des araignées qui sont grégaires qui dispersent. Si on identifie les mécanismes qui initient la dispersion, alors en fonctionnant à rebours, on pourrait théoriquement supprimer les mécanismes qui conduisent à la dispersion pour rendre sociales des araignées solitaires, si on leur supprime cette phase de cannibalisme et d'intolérance. Donc c'est ce à quoi on s'emploie. Alors ça va être une tâche qui va être longue et ardue. Je fais ça en collaboration avec Marie Traballon, qui travaille à l'Université de Rennes, qui est une des spécialistes de la communication chimique chez les araignées. Mais voilà, c'est notre Graal, si vous voulez, chez les araignées. Et c'est la raison pour laquelle, moi, pour mes recherches, j'ai choisi les araignées. Je n'ai pas une fascination depuis tout petit pour les araignées. Je trouve que c'est une chouette bestiole et qui est injustement la cause de beaucoup de méchanceté, pour dire les choses assez simplement. Mais parce que c'est un modèle biologique qui est pertinent pour aborder la transition vers la socialité. Par exemple, en travaillant sur les fourmis, toutes les espèces de fourmis sont sociales. Il n'y a pas d'espèces de fourmis solitaires. On a des espèces d'abeilles qui sont sociales et solitaires, mais les espèces d'abeilles sociales ont atteint un tel degré de complexité pour certaines d'entre elles que ne sont pas des modèles pertinents. Alors que les araignées, elles sont déjà un peu sociales. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est les rendre sociales tout au long de la vie. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi ça. Mais si vous avez des pistes de réflexion sur le rôle de la pédomorphose, sur la transition vers la socialité, je suis vraiment preneur. Juste une autre question. Ça marche encore, ouais. Juste une autre question. Donc en fait, ça expliquerait par exemple pourquoi est-ce que vous avez autant d'événements indépendants en fait au niveau de la phylogénie. C'est sûr que c'est assez élégant comme assez tentant comme c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a 18 origines indépendantes sur 25 espèces d'araignées solitaires. Alors ça reste marginal, la socialité, 25 sur 46 000 espèces d'araignées, c'est marginal, mais ça a apparu de façon indépendante 25 fois au cours de l'évolution. On voit, enfin j'ai essayé de vous convaincre que l'aspect nutritionnel, alimentaire, prédateur était déterminant pour l'évolution de la socialité.
Pour que ce soit apparu de façon indépendante 18 fois, c'est que les mécanismes qui permettent le passage vers la vie sociale doivent être relativement robustes et partagés. Et elles sont toutes sociales quand elles sont solitaires et petites. Donc il ne doit vraiment pas falloir grand-chose. Et oui, juste une question. Donc sur cette histoire de molécules qui est présente chez les juvéniles et absente chez les adultes, c'est le cas pour toutes ces espèces-là. Quel que soit le genre, vous avez testé sur plusieurs espèces. Alors, chez les araignées solitaires, il y a plusieurs espèces, il y a des tégénaires, Célotès, Agelena, pour lesquelles on a mis en évidence des changements dans la signature chimique des individus au cours du développement. Pour l'instant, c'est simplement corrélatif. Mais il y a une chose qui manque, et que personne n'a jamais faite, et qui est quand même pas compliquée à faire, enfin pas compliqué, si c'est un peu compliqué quand même, mais c'est de prendre des espèces d'araignées sociales et de caractériser la signature chimique des individus au cours du développement. Et ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est qu'on ait moins de changements qualitatifs chez des araignées sociales que chez des araignées solitaires. Mais pour autant, là où il faut qu'on aille encore un cran plus loin, c'est qu'il ne suffit pas de faire des graphiques avec des points pour dire voilà, les individus de stade 3 ont une signature chimique différente des individus de stade 2. Il faut savoir quels sont les composés qui vont varier, et on peut avoir des modifications au cours du développement dans certains composés, mais pour autant sans qu'il n'y ait aucun lien avec une valeur informative. Ce n'est pas parce qu'il y a un composé qui va varier, peut-être que ce composé n'est pas perçu par les araignées, n'a pas de rôle informatif, et pour autant il varie. Donc le travail est monstrueux pour essayer d'identifier le ou les molécules qui sont responsables du maintien potentiel de la cohésion sociale. Et l'autre chose, c'est que quand les araignées muent, il y a certains des composés qui vont disparaître et des composés qui vont apparaître. Donc ce qu'on ne sait pas chez les juvéniles, c'est si le maintien de la cohésion est dû à la présence de composés qui disparaissent au cours de l'ontogénèse ou au contraire à l'apparition de composés qui stimulent la perte de tolérance. Donc ça peut jouer dans les deux directions. Donc la question semble assez simple comme ça en apparence, mais on en a encore pour un petit bout de temps. D'accord, merci. Nous avons là un casse-tête. J'ai une petite question, c'est pourquoi est-ce que vous vous cassez la tête pour essayer de rendre des araignées asociales, enfin des araignées solitaires, sociales. Dans quel but finalement? Alors là, ces recherches-là s'inscrivent purement dans un but de recherche fondamentale. Il n'y a pas d'application qui soit envisagée par la suite. Je peux en trouver. Dans la rédaction de certains projets de recherche, pour essayer d'être financé, il faut essayer de trouver des justifications. Donc je pourrais vous en donner, mais je pense qu'elles ne sont pas suffisamment intéressantes pour être mentionnées. Non, c'est simplement pour la compréhension du vivant. Voilà. Donc je ne prétends pas résoudre quoi que ce soit avec les araignées par la suite. Très bien, sinon je leur demande de se planquer. C'est purement fondamental. Voilà. J'ai encore deux petites questions. Elles sont là. Je voudrais savoir s'il y a dans des araignées de vie associative, donc des grégaires, hein, c'est comme ça qu'on dit, s'il existe des araignées qui vivent sans toile, sans fabrication de toile. Oui. Et bon, j'ai compris que les toiles, le but des toiles, c'est d'attraper les proies. Est-ce qu'il y a une autre fonction de la toile? Et dans ces toiles gigantesques que vous nous avez montrées, est-ce que les proies attrapées sont toujours partagées ou c'est à la première araignée qui arrive, qui se débrouille et qui mange tout? Alors, ça ne sera pas forcément la première, mais il y aura une compétition entre les araignées pour consommer la proie. Et il y avait une manip très élégante qui avait été faite dans les années 90 par une américaine qui s'appelle Ripstra, chez Anelozimus eximus, où elle avait donné à des araignées soit des proies de petite taille, type drosophile, soit des proies de grande taille, type mouche de cuisine. Alors là, il y avait un biais dans l'expérience, mais c'est qu'elle ne contrôlait pas la qualité nutritionnelle des proies. Donc la qualité nutritionnelle peut varier et peut avoir des conséquences sur ce que je vais vous dire dans un instant. Mais ce qu'elle avait constaté, c'est que quand on donnait des proies de grosse taille, seules certaines femelles développaient leurs ovaires et pas toutes les femelles. Donc il y avait une compétition entre les femelles parce que celles qui arrivaient à virer les autres mangeaient l'essentiel de la proie, développaient ses ovaires,
pouvaient pondre alors que les autres femelles n'avaient pas assez de ressources pour pondre. Et que ce phénomène ne s'observait que moins dans les groupes où elle avait fourni des petites proies, parce que chaque proie pouvait être monopolisée par chaque individu. Donc les individus pouvaient acquérir suffisamment de nutriments pour pondre et ne pas induire cette division du travail reproductif, qui manifestement, division du travail reproductif, n'existe pas dans la nature. Donc pour autant, il y a de la compétition. Donc elles vont se battre. En gros, c'est que donc les araignées, notamment Enolesimus eximus, elles sont distribuées dans la nappe de chasse, sous les feuilles. Plus la proie, et c'est aussi là que c'est élégant, plus la proie est importante, plus elle va émettre des vibrations, plus les vibrations vont se propager loin dans la toile et vont recruter des araignées qui sont distantes sur la toile. Donc en gros, il y a un mécanisme de régulation automatique du nombre d'araignées en fonction de la taille de la proie. Pour autant, ce n'est pas codé de façon explicite, simplement en fonction de l'intensité des vibrations. Mais après, elles sont en compétition. Et dans certains cas, elles se mordent même. Il n'y a pas de partage volontaire de la proie entre les araignées. Non, c'est ça ma question. Ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont la régurgiter aux jeunes, par contre. Elles vont les faire de la régurgitation aux juvéniles. Et éventuellement à des juvéniles qui ne sont pas leurs juvéniles. D'accord. Et des araignées qui vivent ensemble sans créer de toile. Alors après, ça dépend aussi. Donc là, la définition qu'on donne de la socialité, il y a des araignées en Australie dont la toile, enfin qui ne font pas de toile et qui sont pour autant sociales. Alors certes, la toile, ça permet de chasser des grosses proies, mais il y a un coût métabolique à produire de la soie. C'est-à-dire que les araignées qui vivent en société vont produire moins de soie que des araignées qui sont isolées. Donc le coût associé à la production de la soie va diminuer par la présence des congénères. Donc le rôle de la soie dans la vie sociale, certes, ça permet de chercher des proies, mais parce qu'on tisse de la toile pour chercher des proies et qu'on coopère, l'araignée a moins de coûts à produire sa propre soie. Et ces araignées qui ne fabriquent pas de toile, elles ont une technique de chasse commune? Il y a des araignées qui chassent à l'affût. Mais en groupe? Est-ce qu'il y a des techniques de vie associative chez Alors, les araignées? pour les stratégies de chasse, ça, je ne saurais pas vous dire, dans la façon dont elles procèdent pour éventuellement chasser. Vous avez un monsieur qui lève sa main tout là-bas. Enfin, je crois que c'est un monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous avez une explication sur la taille des mâles par rapport à la taille des femelles? Non. Alors, j'ai pas de doute qu'il y ait des modèles ou des articles qui doivent discuter de cet aspect-là. C'est plus que probable. Hein. Mais non, je n'ai pas d'informations. Mais si vous regardez, par exemple, chez les fourmis, c'est la même chose. Les mâles de fourmis sont tout petits. Les femelles sont grandes, ouvrières ou les sexuées, les reines, mais les mâles sont beaucoup plus petits. Ceci dit, je ne sais pas, ce serait plus que spéculatif, mais chez les araignées sociales, les mâles ne participent pas à la vie sociale. Ce que font les mâles, c'est essentiellement de se reproduire, mais d'autant que je sache, ils ne sont pas impliqués dans la chasse ou dans la construction du piège soyeux. Donc ça ne répond pas à votre question, mais voilà. Non, parce que le régime alimentaire devrait être le même, non? Oui, mais là, il y a quand même aussi l'effet du sexe, et bon. Donc les effets hormonaux qu'on peut supposer dus au déterminisme du sexe chez les araignées. Mais donc la valeur adaptative d'avoir des mâles de petite taille par rapport à des femelles, je ne sais pas. Bonsoir, merci pour la conférence. J'ai une question sur le synchronisme. Vous avez dit que ce n'était pas expliqué actuellement, mais est-ce qu'il y a des pistes pour l'expliquer? Et est-ce que c'est toujours la même fréquence de synchronisme ou alors c'est aléatoire? Alors il y a des modèles théoriques, notamment un modèle théorique qui a été fait par Jean-Louis de Neubourg, qui travaille avec Bertrand Kraft. Donc d'expliquer la synchronisation, ce n'est pas très compliqué dès lors qu'on accepte qu'il y a une période réfractaire et que les individus puissent être dans deux états, soit une propension à se déplacer seuls, après ils rentrent en période réfractaire, et ensuite ils peuvent être activés par d'autres individus. Donc les modèles théoriques qui reproduisent la synchronisation, ça c'est pas un problème. En termes de mécanisme, je ne sais pas. Moi, il n'y a pas de travaux qui ont été faits dessus. Hein. Moi, l'idée que j'ai, c'est que les araignées comptent leurs pas. C'est-à-dire qu'elles vont faire par exemple 2 déplacements de pattes et s'arrêter. Maintenant, ça n'explique pas la synchronisation. Parce que dans certains cas, on va avoir des synchronisations chez des individus, chez les araignées, chez les fourmis par exemple, en fonction du nombre d'individus qui sont dans une boîte expérimentale, on va avoir une synchronisation qui apparaît, tout en sachant que pour une araignée isolée, une fourmi isolée, elle va avoir des périodes d'inactivité qui vont être vachement fluctuantes.
Dans certains cas, une fourmi isolée va rester arrêtée 10 minutes, dans d'autres cas 1 minute, dans d'autres cas 30 secondes, et c'est les interactions qui vont faire qu'on va avoir cette régularité qui apparaît. Ce qu'il faudrait faire pour répondre à la question chez les araignées sociales, c'est de tester des araignées seules. Donc de réussir à déclencher chez une araignée sociale la capture dans une proie, dans une toile, alors qu'elle est en absence de ses congénères. Ça, pourquoi pas? Une des difficultés, nous on a essayé plus ou moins de le faire à Toulouse, mais ce n'est pas nos activités de recherche principales, donc c'est un projet qui est plus qui est sur le côté, c'est d'avoir en plus des conditions qui sont standardisées. Si on met des araignées dans une boîte, la structure de la toile va être différente dans chaque boîte, parce que ça va dépendre du nombre d'araignées, de toute une série de facteurs qui vont faire qu'on va avoir une variabilité énorme. Donc après, de trouver des conditions qui vont nous permettre de stimuler les araignées de façon équivalente entre toutes les boîtes et de changer la composition des groupes, de mettre un individu, 2, 5, 10, 100, c'est pas si simple que ça d'un point de vue purement expérimental. Mais c'est une question, moi je trouve ça super chouette. Et sur le terrain, ou même au labo, quand on leur donne à manger, c'est quasiment à chaque fois. On met une mouche, la mouche elle se barre au fond de la boîte, et en 1 seconde, elles se déplacent toutes de façon synchronisée. C'est superbe à voir. Ça marche à chaque fois, c'est superbe. Et donc j'aimerais bien aussi faire ça, mais encore une fois, c'est un peu sur le côté. Parce que... Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que les toiles ont une qualité différente suivant les types d'araignées? Alors, il y a différents types de soies selon les araignées. Il y a des soies qui sont adhésives, des soies enfin, avec de la colle, et des soies qui sont non adhésives, qui adhèrent par électrostatisme. Mais il y a une différence entre les araignées qui font des toiles, enfin, notamment une différence. Déjà, les araignées ne font pas un type de soie, elles font plein de types de soies différents. La soie du cocon, le cocon va contenir différents types de soies, qui seront de nature différente de la toile, qui elle-même va contenir des soies de types différents. Mais chez les araignées qui font des toiles géométriques, chez une grande partie, si ce n'est la majorité d'entre elles, les épères, par exemple, sur lesquelles nous on avait travaillé, elles vont réingurgiter leur fil de soie. Donc elles vont chasser, elles vont faire un beau fil, elles vont choper des proies. Les proies vont dégrader la toile. Et ce que fait l'araignée, c'est qu'elle va manger une partie de la soie avant d'en redéposer d'autres. Parce que la soie, ce sont des protéines, donc c'est coûteux à produire, donc rien ne perd. Bon. Donc les araignées réingurgitent de la soie. Par contre, chez les araignées qui font des toiles non géométriques, elles ne réingurgitent pas de la soie. Donc dès qu'elles se déplacent, elles tissent. Donc le piège soyeux, au cours du temps, chez une araignée qui fait une toile irrégulière, sera toujours différent. Il y aura toujours davantage de soie. Alors certes, dans certains cas, la toile peut être dégradée par des prédateurs, des oiseaux, les intempéries, ce qu'on veut, mais voilà, la soie est déposée en continu. Alors que chez les araignées orbitales, elles vont remanger leur soie. Et vous comprendrez, parce que ça, je n'ai peut-être pas assez insisté tout à l'heure, mais que seules les araignées qui font des toiles irrégulières peuvent coopérer, parce qu'elles peuvent être plusieurs à exploiter un piège. Alors qu'une araignée qui forme une toile géométrique, elles ne peuvent être que seules à exploiter le piège pour percevoir les vibrations et aller choper la proie. Donc c'est pour ça que... Enfin, c'est pour ça. C'est une des hypothèses qui explique que les formes les plus abouties de coopération ne soient trouvées que chez des espèces d'araignées qui forment des toiles irrégulières et non les araignées qui forment des toiles régulières. Pour autant, celles qui forment des toiles régulières peuvent coopérer dans la construction de certains fils de cadre qui permettent de supporter les toiles. Mais là, dans ces cas-là, la coopération est réduite à son minimum et en tout cas, elle est beaucoup moins développée et sophistiquée que chez les araignées qui font des toiles non géométriques. Alors, nous allons prendre encore une question de ce côté, et c'est l'avant-dernière question. Oui. J'étais stupéfait que vous ayez dit, entre autres informations qui me sont toutes nouvelles, qu'il pouvait y avoir des timides et des pas timides. Alors ça, pour moi, je ne connaissais un petit peu que les fourmis comme ça. J'imaginais que c'était vraiment des petits robots. Hein. Et parmi les fourmis aussi, il y a des timides. Oui. Oui. Chez les poissons, en fait, maintenant, oui, il y a un effet de mode qui est un peu en train de s'estomper, mais ça a commencé, je sais pas, il y a peut-être une dizaine d'années. Il y a des personnalités partout maintenant, partout. Même partout. À ce niveau-là. Et oui. Mais enfin, ça dépend comment. Alors, la personnalité, c'est pas simplement dire elle est un peu timide ou pas timide. Oui, effectivement, il y a des critères, il y a des définitions. Oui. Après, il y a même des syndromes comportementaux. Voilà. Mais il y a des phénotypes timides et pas timides. Chez les fourmis, chez les abeilles probablement, chez les guêpes, partout il y en a. Partout. Partout les gens regardent, ils en trouvent. C'est pas des petits robots. Ce sont loin d'être des petits robots. Et puis l'autre question, vous avez déjà répondu que c'est vraiment de la recherche fondamentale.
Est-ce que vous êtes nombreux en France de laboratoires et en Europe et dans le monde est-ce que ce sont vous êtes nombreux comme chercheurs, nombreux comme laboratoires, en France par exemple? Qui s'intéresse à la socialité chez les araignées? Chez les araignées en particulier. En France, il doit y avoir 2 ou 3 personnes. Après, il y a une équipe au Danemark, il y a une équipe en Colombie-Britannique, il y a une équipe dans le New Jersey, je crois, aux États-Unis. Enfin, voilà, je veux dire des personnes qui s'intéressent vraiment. Nous, on fait ça, une toile dispersée. De façon, ouais, très dispersée. Nous, on fait ça de façon assez modeste, mais des labos qui font de la recherche ou des équipes, c'est rien. C'est rien. Il y a 50 personnes dans le monde qui s'intéressent même pas à la société chez les araignées. Beaucoup plus chez les fourmis. Ah oui, les fourmis, c'est sans comparaison. C'est sans comparaison. Et déjà que les fourmis, c'est pas beaucoup. Parce qu'en France, sur les fourmis, des labos qui font de la fourmi, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Tours, Toulouse, 2 labos à Paris, et voilà. Il y a 4 labos qui font de la fourmi en France. Mmh. Sur le comportement, j'entends. Hein, voilà. Mmh. 4 labos, ça fait pas lourd quand même. Hein. On se connaît tous, du coup, c'est un petit monde. Oui, oui. Ok, merci. Alors, je prends la dernière question, parce que vous avez un admirateur acharné, à moins qu'il ne soit l'admirateur des araignées. À moins que je n'ai pas été très clair et qu'il n'ait pas compris. Oui, la fameuse question que tout le monde se pose, quel est le mécanisme qui s'est formé dans l'évolution de l'araignée qui la met à l'abri de la colle des toiles qu'elle fabrique et ou de l'électrostatisme dont vous avez parlé? Alors, je pense que pour être tout à fait clair, moi, je ne connais rien à la construction du piège, et à la formation des spirales, etc. Que dalle, hein, vraiment. Mais je crois que les araignées ne marchent... Tous les fils sur une toile d'araignée ne sont pas gluants. Donc, elles marchent sur les fils qui sont dépourvus de colle, chez les araignées qui font des toiles géométriques comme ça. Mais là, voilà, c'est à prendre avec plus que de la réserve. Oui, mais quand il y a du vent, elle peut perdre l'équilibre, éventuellement, paf. Elles ont des petits crochets quand même sur les pattes. Ah, ça tient bien. Plus sérieusement, elles sont quand même... elles tiennent bien, elles ont 8 pattes déjà. Mais après, voilà, je crois que tous les fils ne sont pas adhésifs et qu'elles marchent sur les fils qui ne le sont pas. Et en plus de ça, ce qui va être dans... Je suppose, hein, mais ça c'est un peu des extrapolations, mais quand la proie va arriver, elle va venir percuter la toile dans son ensemble. Alors que l'araignée, elle va marcher sur ses petits bouts de paire de pattes. Et donc, à l'extrémité des pattes, elle a des griffes. Donc, je suppose, mais ça, encore une fois, ça va prendre avec plus que de la réserve, si elle marche sur des petites gouttes de colle de temps en temps, pour autant, elle n'est pas prisonnière, parce que la surface d'adhésion va être infime par rapport à la surface de l'individu, alors que la proie ne sera pas le cas. Mais voilà, ça, il faudrait demander à des personnes compétentes. Merci. Monsieur Raphaël Janson, merci beaucoup. Merci à vous. C'était passionnant.